Madame, monsieur, bonsoir. C'est l'heure de votre rendez-vous quotidien avec l'actualité sur ATV. Au sommaire ce soir. Les accusés clament leur innocence. Cédric Chaillot et Ludovic Marie-Louise nient toute implication dans l'attaque d'un dépôt en mai 2019. Les deux hommes poursuivis pour tentative d'homicide et vol ont été entendus par la cour d'assises cet après-midi. Dans ce journal aussi, Begin est l'égérie du Salon de l'Agriculture 2026. C'est la première fois qu'un bovin ultramarin reçoit cet honneur. De race brahmane, cette vache représente notre savoir-faire local. Nous irons sur ses traces à Trinité. Comprendre l'importance de la culture du risque. Du 20 au 30 novembre, la semaine réplique vise à préparer la population face aux risques naturels. Le village du même nom se tient aujourd'hui et demain au Carbet. On en parle dans quelques minutes. Et on débute donc par le troisième jour du procès aux assises de Cédric Chaillot et Ludovic Marie-Louise. Échange WhatsApp, photos, vidéos. Un expert a présenté son analyse de l'utilisation des téléphones des prévenus. Poursuivis pour tentative de meurtre et vol en mai 2019, ils clament leur innocence. Le compte-rendu d'audience de Ryan Anias. Troisième jour de ce procès aux assises. Ce matin, la Cour s'est concentrée sur les expertises techniques au cœur du dossier. Plusieurs spécialistes sont venus détailler leurs analyses, qu'il s'agisse de téléphones saisis ou du volet balistique, des éléments scrutés de près par la défense comme par l'accusation pour tenter d'éclairer le rôle de chacun des prévenus dans cette affaire. Une journée marquée par des auditions très attendues et par de nombreux silences. D'abord, celui de Jordan Jean, le conducteur présumé qui avait mis en cause Cédric Chaillot et Ludovic Marie-Louise lors de l'enquête, a choisi de ne plus répondre aux questions de la Cour aujourd'hui. Puis arrive un moment clé, l'audition d'un expert en téléphonie. Il a analysé le téléphone de Jordan Jean. Dans l'appareil, échange WhatsApp avec sa compagne, des vidéos de rixes, d'armes et de liasses de billets, mais aucun message en lien direct avec la tentative de vol et de meurtre jugée dans ce dossier. Aucune preuve non plus d'une préparation ou d'un repérage des motos visées en 2019. L'avocat de Jordan Jean le souligne, aucun appel, aucune recherche n'indique sa participation aux faits. L'expert a également étudié le téléphone de Ludovic Marie-Louise. Là encore, beaucoup d'images, stupéfiants, armes, scooters, mais aucune trace connectée directement à l'attaque de Fort-de-France. Juste un détail relevé, des consultations d'annonces de motos sur Internet, sans lien établi avec la scène de 2019. Deuxième temps fort, l'audition d'un spécialiste en balistique. Il confirme qu'une arme utilisée dans d'autres violences, dont un homicide, a bien été examinée, mais aucun rapprochement n'est établi avec l'arme attribuée à Cédric Chaillot. Cet après-midi, la Cour a enfin entendu les deux principaux prévenus. Cédric Chaillot, déjà condamné dans d'autres dossiers, répète à plusieurs reprises « Je n'ai rien à voir dans cette affaire ». Il reconnaît connaître Marie-Louise, présentée comme son petit-neveu, mais nie tout lien avec Jordan Jean ou avec la victime. Longuement interrogé sur son passé, sur sa réputation et sur les armes découvertes dans d'autres enquêtes, Chaillot dénonce un acharnement. « On me juge pour mon nom et mon passé, on me met dans tous les dossiers ». Ludovic Marie-Louise, lui aussi déjà condamné, tient exactement la même ligne. Il assure n'avoir rien à voir avec l'attaque de 2019. Il reconnaît des liens amicaux et familiaux avec Chaillot, mais affirme ne pas comprendre pourquoi Jordan Jean l'accuse. Selon lui, leur présence répétée devant la cour s'expliquerait par leur réputation. On nous assimile ensemble. Une journée dense où les débats se sont resserrés autour des versions contradictoires des accusés et d'un témoin clé qui refuse désormais de parler. Le procès doit reprendre dès demain matin. Et une semaine après le procès de Serge Letchimy, Yvon Paquit, Max Bunot et Didier Laguerre devant le tribunal correctionnel de Paris, le maire de la ville capitale a tenu à faire le point sur cette affaire. Poursuivi pour détournement de fonds publics dans le cadre de la retraite de Serge Letchimy à la ville de Fort-de-France, l'élu réfute avoir volé l'argent des Faux-Yalais. Il est face à la caméra de Ryan Anias. Au cours de ces 3 jours de débat ont été très largement discutées les conditions de départ de l'agent Serge Letchimy à la retraite. Je rappelle qu'il était, cet agent de la ville de Fort-de-France était en position de détachement pour exercer plusieurs fonctions. Et le parquet national financier a pointé l'incompatibilité qu'il y aurait entre la situation de député et l'article LO 142 du Code électoral, qui était au centre des débats et des discussions et qui interdit à un parlementaire d'exercer une fonction publique non élective. Les avocats des différents prévenus présents se sont appliqués à démontrer que, selon la jurisprudence constante,
l'article LO 142 ne s'applique pas aux fonctionnaires territoriaux. Des jurisprudences ont été présentées sur ce cas de figure. Il a été beaucoup question de la décision de réintégration de l'agent Serge Etchimi. Il a aussi été démontré au tribunal que l'exécutif ne dispose pas de marge de manœuvre lorsqu'un agent en détachement demande la fin de son détachement. En clair, lorsqu'un agent de la collectivité municipale demande au maire la fin de son détachement pour une raison ou pour une autre, le maire n'a pas la possibilité d'apprécier la fin du détachement. Le maire ne peut que prendre acte de la fin de ce détachement et réintégrer aussitôt l'agent dans les effectifs de la collectivité. Donc en clair, le tribunal dit que me poursuivre pour avoir pris de l'argent des folies à l'air pour avoir donné à un parlementaire, il requalifie les faits, ça n'a pas de sens. Et donc sur la base des éléments présentés par le parquet financier, le tribunal a requalifié les faits en délit de conclusion. Et il a mis sa décision en délibéré au 19 février. Et donc j'attends sereinement que cette décision tombe. Et je ne doute pas que justice soit rendue, surtout, et qu'on reconnaisse qu'il n'y a pas eu de traitement particulier dans cette affaire. Si le maire de Fort-de-France devra donc attendre le mois de février pour connaître la décision de la justice dans cette affaire, Alfred Marie-Jeanne, lui, est définitivement condamné pour déclaration de patrimoine mensongère à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Le pourvoi en cassation du leader du MIME a été rejeté. Pour rappel, Alfred Marie-Jeanne avait été condamné à 2 mois de prison avec sursis, 10 000 € d'amende et 2 ans d'inéligibilité. Il lui est reproché d'avoir omis de déclarer près de 150 000 € de patrimoine bancaire. Où en est le passeport retour? Catherine Conconne interpelle l'État sur la mise en œuvre de l'aide au retour au pays votée en 2023. La sénatrice a profité d'une séance de questions au gouvernement afin de remettre sur la table cet enjeu démographique majeur. On écoute son intervention. Il y a 3 ans, oui 3 ans, Madame la Ministre, et même si le dispositif issu de nos débats a été bien ébréché par nous-mêmes, le passeport retour a été voté. C'était un tout petit début d'inversion au passeport, le plus souvent aller sans retour, du Bumidum, des enfants de la Creuse et autres scélératesses. Qu'en est-il aujourd'hui, 3 ans après? Où en sont les arrêtés d'exécution tant attendus? Vous avez raison, Madame la sénatrice, tout ça prend beaucoup trop de temps. Ça ne va pas assez vite, ce n'est pas normal, d'autant qu'on sait l'attente. L'attente sur le terrain, effectivement, pour ceux qui vivent ces réalités. Les choses ont néanmoins avancé, je veux le dire, ces dernières semaines, puisque les dispositifs d'aide au retour ont été précisés dans un décret qui date du 6 septembre dernier. Les choses sont ce qu'elles sont. Il faut un arrêté, effectivement, vous l'avez évoqué. Il faut un arrêté pour fixer le montant des aides. Je peux vous indiquer que mes services, en lien avec la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, sont en train de le finaliser. Tout ça va aller très très vite. C'est une question de semaines, en tout état de cause, Madame la sénatrice, avant la fin de l'année. Et donc, nous disons bien la même chose. Nous voulons avancer ensemble pour concrétiser nos engagements vis-à-vis des jeunes ultramarins. À la une aussi de l'actualité, l'égérie du Salon international de l'agriculture 2026 est connue et elle est martiniquaise. La vache brahmane représente un symbole d'avenir pour l'élevage bovin en Europe. Dorian Cayuela nous dit tout de cette race bovine très robuste. Plus qu'un emblème, un patrimoine. La vache brahmane représentera les couleurs de la Martinique et de la Guyane au Salon international de l'agriculture. Une fierté pour notre territoire, mais aussi pour tous ceux qui travaillent à leur côté. Dans mon travail, j'aime tout. C'est un métier qui me plaît énormément. Tout ce que je fais, tout ce qu'il y a à faire dans l'élevage, ça ne me dérange pas. Pour moi, c'est une chance de travailler avec le bovin brahman. C'est la meilleure race qui s'adapte au climat de la Martinique. Donc c'est une chance pour moi de travailler avec cette race. La délégation brahmane comptera 8 animaux, 5 vaches dont l'égérie, 2 génisses et un taureau. Arrivée à Martinique dans les années 1950, la race brahmane, reconnaissable à sa bosse, son fanon lâche et ses grandes oreilles, est appréciée pour sa viande maigre et savoureuse. C'est une grande fierté
autant pour l'ensemble de la production agricole que pour l'ensemble des Martiniquais et même plus largement des Guyanais qui œuvrent à développer cette race depuis plusieurs dizaines d'années sur les deux territoires. C'est un projet qui est assez challengeant à mener puisque c'est la première fois qu'une région ultramarine exporte en fait sa génétique bovine à la direction de la France hexagonale. Et donc nos animaux ont fait l'objet d'une préparation sanitaire et technique assez poussée. Un éleveur égérie qui a été sélectionné pour représenter fièrement les couleurs de la Martinique et de la race brahmane. L'éleveur derrière la future égérie s'appelle André Prosper. Installé à Trinité sur les terres du Galion, il gère un cheptel de 300 brahmanes. Héritier d'une lignée d'éleveurs, il poursuit le travail lancé en 1975 par son père Roger, pionnier du développement de la race sur l'île après l'abandon progressif de la canne. Depuis 40 ans, l'éleveur sélectionne, améliore et valorise la brahmane tout en jouant un rôle actif au sein de l'UEBB. C'est l'UEB qui gère le projet et qui a déposé la candidature de la race brahmane au Salon de l'agriculture au mois de février. Nous avons eu la grande joie d'apprendre au mois de mai que nous étions sélectionnés. Nous avions l'ambition de porter haut les couleurs de notre race, de porter haut les couleurs de notre territoire et de notre production agricole. Une vitrine incontournable pour nos territoires ultramarins qui mettra en lumière l'excellence et le savoir-faire de notre agriculture. Et si Begin est déjà à Paris en attendant l'ouverture du salon le 21 février prochain, nous recevons ce soir son éleveur André Prosper et notre invité. André Prosper, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors après la Normande en 2024, la Limousine en 2025, c'est le tour de la Brahmane en 2026. On devine toute votre fierté. Absolument. Bonsoir d'abord à tous les auditeurs d'ATV. Je suis ravi de vous donner la primeur de l'événement, puisque ça a démarré aujourd'hui au niveau national. Et donc, c'est avec plaisir que je me retrouve ce soir pour vous parler de la Brahmane. Donc, c'est une fierté immense, pas seulement pour nous, éleveurs de la Martinique, mais pour l'agriculture martiniquaise, puisque au bout de 60 ans d'existence du Salon de l'agriculture, c'est bien la première fois qu'il y a un ultramarin, un dôme et une vache locale. Donc, c'est une fierté immense et qu'on vit avec une certaine passion et un vrai plaisir. Quelles sont les spécificités de cette race brahmane et pourquoi elle peut intéresser finalement tous les éleveurs bovins en Europe et dans le monde? Alors, quand on voit déjà, c'est sa typicité. C'est la vache brahmane, elle est ainsi, au niveau de son physique, elle a ce qu'on appelle les glandes sudoripares. Ces glandes lui permettent de s'adapter dans tout type de climat, qu'il soit sec, chaud ou froid, elle va s'adapter. Et l'avantage, c'est une bête qui transforme très bien les fourrages grossiers. C'est une bête qui va s'adapter en plein soleil, en plein carême, qui va perdre des kilos et qui va les reprendre aux premières pluies. Et c'est vraiment, quand on regarde que les spécialistes parlent déjà d'un réchauffement climatique dans les années 2070-2080, 3-4 degrés, je pense qu'on a certainement l'animal pour l'avenir de l'agriculture. Pour vous qui êtes aussi président de la coopérative des éleveurs martiniquais, le fait de pouvoir exposer ainsi au monde entier le savoir-faire local, j'imagine que c'est aussi très important. Alors, ce n'est pas seulement une grande fierté, mais comme je vous disais, c'est surtout exprimer ce savoir-faire antillais, ces hommes et ces femmes de la Martinique qui se sont battus, accrochés jusqu'à maintenant pour maintenir cette race depuis. Je rappelle qu'elle est arrivée en Martinique en 1950 grâce à M. Raoul de Paz. Cette vache, qui a l'égérie, si vous voulez, cette brahmane, qui nous a montré son potentiel, aujourd'hui est représentative vraiment de l'avenir de la filière élevage demain. Quelles pourraient être les retombées pour notre territoire? Alors, c'est assez exceptionnel parce que ça fait déjà quelques années que nous avons des éleveurs de métropole, de l'Hexagone, qui viennent nous voir. Chaque fois, j'ai régulièrement sur mon exploitation des visites avec des éleveurs de métropole qui viennent voir et ils commencent à s'intéresser, avec le réchauffement climatique, ils commencent à s'intéresser à la race brahmane, surtout qu'ils ont découvert que nous faisons déjà un croisement. Nous utilisons la souche, la mère, la femelle brahmane, sur lequel nous ajoutons du blond d'Aquitaine, du charolais, du limousin. Ça crée donc un croisement, un métis, et qui va démarrer avec les qualités bouchères et nous améliorons la qualité de notre viande en Martinique avec ce croisement que nous faisons
entre la brahmane et les taureaux européens. Et cette race brahmane qui est présente quasi exclusivement en Martinique et en Guyane, on estime à 98% le taux du cheptel présent dans ces deux territoires. Voilà, alors nous sommes les deux départements qui regroupons toutes les brahmanes, la Guyane et la Martinique. Et à ce titre, nous avons donc l'OS, l'organisme de sélection qui a été ouvert, le livre généalogique qui a été ouvert pour la Martinique. La Guyane s'est associée à nous et ces deux départements représentent 98% de la présence de cette race en Martinique. Eh bien, merci beaucoup, André Prosper. On vous retrouve dans quelques mois aux côtés de Begin au Salon de l'Agriculture. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous. On poursuit avec la mobilisation de la ville de Shellshare pour Movember, le mois dédié à la santé masculine. Plusieurs actions sont menées afin de sensibiliser la population aux différents cancers et notamment celui de la prostate. Conférences, ateliers intergénérationnels ou encore sophrologie sont au programme. Les détails recueillis par Dorian Cayuela. J'ai été atteint de cancer de la prostate. Et donc, je me suis senti pratiquement obligé de transmettre un peu mon vécu sur la maladie. Et c'est pourquoi je fais partie de cette association, c'est pour pouvoir discuter avec les gens concernés, intéressés, inquiets de ce genre de problème, de situation, pour mieux qu'ils appréhendent leur situation s'ils sont atteints de ce cancer. On n'a pas la prétention d'être un médecin ou autre, on a justement un médecin avec nous qui le fait très bien. Donc moi, je m'occupe surtout de la partie pour réconforter, pour aider les hommes à être un peu plus résilients pour vivre la maladie et prévenir la maladie, leur dire un peu que c'est assez grave pour qu'ils s'en occupent davantage. Je fais partie d'un consortium de recherche qui explore la question des liens entre l'exposition au chlordécone et le cancer de la prostate. Il y a des études préliminaires qui ont fait l'hypothèse d'un lien causal entre l'exposition au chlordécone et le cancer de la prostate. Il y a une étude épidémiologique qui est prête à être lancée en Martinique pour continuer à documenter ces liens-là. Moi, je ne suis pas épidémiologiste, je suis sociologue. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est de regarder comment des acteurs sociaux, des associations de malades se positionnent pour rendre visible ce cancer et se questionnent éventuellement sur d'éventuels liens à des expositions environnementales ou professionnelles. Sensibilisation aussi au village Réplique. La ville du Carbet accueille ce rendez-vous dédié à la prévention des risques naturels aujourd'hui et demain. Associations, services de l'État et bénévoles multiplient les démonstrations afin d'informer la population. Un accent particulier est mis sur les publics vulnérables, comme nous l'explique Dorian Cayuela. Informer, sensibiliser, inclure, c'est le cap affiché cette année par le village Réplique. Face aux séismes et aux épisodes climatiques qui menacent régulièrement notre territoire, plusieurs organisations ont uni leurs forces pour renforcer la prévention et toucher directement la population. Pour pouvoir permettre la sensibilisation des publics vulnérables sur le village Réplique du Carbet. Et donc, c'est une occasion pour la Croix-Rouge française et la PIRAC de pouvoir, grâce aux outils pédagogiques qui sont mis en place dans le cadre du projet Forte-nous Paré, de pouvoir, par des mots simples, accéder à la connaissance et aussi aux conduites à tenir en situation de catastrophe. Par rapport aux personnes vulnérables, actuellement, nous travaillons sur des messages en FALC, faciles à lire et à comprendre. Pensée pour être lue et comprise par tous, la manifestation mise cette année sur une véritable inclusion des personnes en situation de handicap. Ouverte au grand public, elle veut surtout toucher les plus vulnérables afin qu'eux aussi sachent comment réagir en cas de catastrophe. L'objectif aujourd'hui, c'était de présenter un petit peu nos activités, donc quelle était la mission de l'Observatoire et comment on réalisait nos observations au quotidien, comment on enregistre les séismes et comment on les localise, calcule la magnitude, la profondeur, etc. pour construire des catalogues et essayer de faire de la prévention sur toute l'activité qu'on a au quotidien et qu'on ne ressent pas forcément. Pour que la population prenne conscience que ça tremble tous les jours et qu'il n'y a pas uniquement les séismes pour lesquels on fait des communiqués quand ils sont ressentis et pour expliquer un petit peu la tectonique des plaques, le fonctionnement géodynamique de la région et pour montrer qu'il y a beaucoup de zones qui sont vulnérables, notamment au tremblement de terre. Un public visiblement captivé par les ateliers de sensibilisation. Conscients que les risques ne s'arrêtent pas aux îles voisines, les participants se sont volontiers prêtés au jeu, pleinement alertés par l'enjeu de cette journée dédiée à l'information et à la préparation.
est une manifestation importante, non seulement pour la ville du Carbet, mais pour la Martinique. Cette manifestation sur le risque sismique, sur les risques. La Martinique est confrontée à tous les risques et c'est vrai qu'il est important que nous marquions une période, une sensibilité sur cette affaire. Et je crois que le succès de cette manifestation montre que le public a bien besoin d'être informé sur les manières de se sauver. On dirait tout simplement de se sauver. Le village réplique se poursuit demain et jusqu'au 30 novembre, une opportunité concrète de se préparer, comprendre les risques qui nous entourent et adopter les bons réflexes avant qu'il ne soit trop tard. Ce week-end, le bien-être était au cœur du Flow Wellness. Une journée pensée pour se déconnecter et mieux respirer. Les visiteurs ont pu profiter de séances de yoga, massage, mais aussi de pauses sensorielles. Le reportage de Karel Chassol et Robert Beauregard. Ici, la rivière chante doucement entre les pierres, le temps semble ralentir. Le Flow Wellness s'ouvre comme une parenthèse dans le rythme du quotidien, un espace où l'on accepte enfin de se couper du monde pour revenir à l'essentiel, soi. Dans cette atmosphère intime et conviviale, habitués et novices se mêlent sans distinction. Tous viennent chercher la même chose, un souffle plus lent, un esprit plus clair, le simple plaisir d'habiter pleinement le moment. Il est important pour moi en fait qu'on apprenne à mieux se connaître pour pouvoir mieux se connecter à l'autre en fait. Mieux on se connaît, mieux on se connecte à nous, plus facilement on va pouvoir se connecter aux autres. Et c'est ce qui m'importe le plus dans mes actions. C'est la connexion à soi, la connexion à l'autre et la connexion à la nature et à l'univers. Alors le silence s'installe. Le Kemetic Yoga invite à renouer avec un art de vivre venu d'Afrique. Un yoga où chaque posture, chaque respiration ramène vers l'intérieur. Les corps s'allongent, les yeux se ferment et l'air soudain devient plus léger. Le yoga à la base c'est un art de vivre. Donc qui dit art de vivre, art de penser, art de manger, art de respirer. Un peu plus loin, les gestes du Qigong glissent comme une chorégraphie du matin. Simple, lent, essentiel. Le Qigong, ce sont des exercices de santé traditionnels chinois que les Chinois pratiquent généralement le matin pour rester en bonne santé et vivre longtemps, très longtemps. Puis vient le stretching, cet étirement guidé où les mains du masseur accompagnent le mouvement, parfois surprenant, parfois intense, mais toujours suivi de relâchement immédiat, comme si les tensions trouvaient enfin un chemin pour s'en aller. Sur le coup, le massage thaïlandais, c'est pas un massage qui est forcément très agréable à recevoir sur le coup, parce que c'est un massage quand même puissant et profond. Certaines personnes aiment bien ce qu'on appelle la douleur esquisse, mais d'autres sont un petit peu moins fans. En revanche, on a les bienfaits au bout d'une journée ou à partir de la deuxième journée. Sur un stand, une infusion d'Atumo parfume l'air. Une participante raconte ce qu'elle a vécu. Un corps qui respire mieux, un esprit qui s'allège et une sensation rare de s'être offert un vrai moment pour soi. L'envie de me faire du bien. Voilà, de prendre soin de moi et de partager avec des gens qui étaient dans le même état d'esprit que moi. Au fil de la journée, le Flow Wellness révèle sa promesse, celle de refuge, d'un intervalle suspendu où chacun peut ralentir, se recentrer et laisser la nature tout autour rappeler l'essentiel. Ici, le bien-être n'est pas une parenthèse, c'est le geste discret de retour vers soi. Je vous invite à vous connecter à vous-même, vous connecter aux personnes qui sont les plus importantes pour vous et surtout de bouger. Comme chaque soir, on regarde ensemble le calendrier de l'EFS. Demain, vous pourrez donner votre sang sur le campus de Schellcher de 8h à 14h. Autre possibilité, la Maison du Don, immeuble Le Fils, quartier Dillon à Fort-de-France, de 13h à 19h. Avant de se quitter, je vous rappelle la principale information de ce journal. Cédric Chaillot et Ludovic Marie-Louise clament leur innocence. Les deux hommes ont été entendus aujourd'hui au 3e jour de leur procès aux assises. Ils sont poursuivis pour tentative d'homicide et vol, des faits qui remontent à mai 2019. Ça y est, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. L'actualité continue sur nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, même heure. Passez une excellente soirée sur ATV.